Bon, j'ai envie de vous dire bonsoir, bien qu'il ne soit que 16h30, mais c'est le mois de novembre, on a changé d'heure récemment. Les fenêtres, il n'y a pas 12 fenêtres là, comme chez Guy Savoy, sont en partie occultées. Et puis, franchement, tout le monde est très fatigué. Je sens que dans quelques minutes, certains, vers le fond, vont commencer à se lever, à regarder leur montre, etc. Donc, compatissez. Hein, compatissez, s'il vous plaît. Bon. Parce que, évidemment, je suis supposé faire quoi, là? Synthétiser toute la journée? Clore? Bon. Moi, j'aurais tendance à dire, je parle en dernier. C'est très différent. Je parle en dernier. On a évoqué la perfection tout à l'heure, ou le parfait. Je rappelle toujours à mes étudiants en particulier, mais ceux qui veulent l'entendre, que je parle sous le contrôle des linguistes, mais quand même, c'est ça. Perfectus, c'est pas inaccessible. Il faut désintimider des mots comme ça, perfection. Perfectus, c'est faire jusqu'au bout. Quand on se dit ça, on se dit, bon, on se calme. Bon, je fais jusqu'au bout. Alors, quel est le bout, bien sûr, mais... Donc, voilà, je parle en dernier. Je parle en dernier, alors que je voudrais continuer à écouter, pas à participer, surtout pas à participer, mais à écouter la table ronde précédente, parce que, franchement, le moment où Guy Savoy commence à parler d'une carotte, et puis compare son travail au théâtre, bon, et puis le moment où Michel Bras apparaît découvrant La Reine des Prés, bon, on en redemande. Et vous n'avez pas envie de me redemander quoi que ce soit, parce que d'abord, vous ne savez pas ce que je vais dire, et puis franchement, c'est certainement pas à la hauteur. Alors, je suis peut-être cuisinier des restes, comme la mère de Régis Marcon. Là, oui, je vais cuisiner les restes de tout ce que j'ai entendu là. Et du point de vue... Alors, j'ai compris que les grands ordonnateurs, que je ne vais pas nommer, se sont dit c'est bien de terminer par un membre de l'Académie française. Ça a dû leur traverser l'esprit. Hein. Donc il y a un statut de membre de l'Académie française et de cette académie par rapport à d'autres académies. Et puis il y a ce dialogue, bien sûr, entre Beaux-Arts et Française. Et là, je suis amené à me dire qu'il y a une question toujours redoutable, un mot qu'il ne faut pas prononcer pour quantité de raisons et que je vais donc prononcer, qui est le mot identité. Il y a des identités individuelles. Bien sûr, Guy Savoy, toute la journée, c'est lui l'individu majeur. Et c'est très bien comme ça. Et j'ai trouvé d'ailleurs que ces manières de répondre aux questions pouvaient désormais être gravées dans le marbre. Hein. Je n'ai pas pris les notes de tout, mais j'espère qu'il y a eu des enregistrements. Ça pourra servir. Il n'y a pas que Brillat-Savarin qui soit capable de répondre en 3 mots à des questions plus ou moins pertinentes, mais en général très pertinentes. Et puis, il y a une identité collective qui s'appelle une académie des beaux-arts, une académie française. Donc, je vais essayer de comprendre pourquoi on me demande de clore, si ce n'est pas pour de mauvaises intentions. Voilà. Je partirai de ce que j'avais essayé de définir jadis comme l'histoire culturelle, une forme d'histoire sociale, mais qui prend au sérieux les systèmes de représentation. Vous voyez que ça commence à devenir un peu jargonnant. Et je me trouve effectivement devant une question de l'identité française dans son rapport au mot redoutable de gastronomie. On a rappelé des définitions données par Grimaud de la Reynière, surtout par Brillat-Savarin, à ce redoutable mot, ou à Berchoux, d'accord, mais les uns les autres, nous avons entendu des définitions de gastronomie depuis ce matin. Alors, ce qui me paraît intéressant, ce n'est pas de proposer ma propre définition. D'ailleurs, l'Académie française, évidemment, a proposé sa définition, puisque le mot apparaît dans l'édition de 1835, c'est-à-dire juste après les moments fondateurs, en particulier celui de Brillat-Savarin, La physiologie du goût. Et ça donne quelque chose qui subsiste encore dans la définition de la dernière édition, la 9e, terminée depuis presque quelques mois, voire maintenant 2 ou 3 ans, à savoir l'art de faire bonne chère. J'étais très surpris. Je ne m'attendais pas à ce type de définition. Or, c'est la définition de 1835, sous l'effet de Grimaud, Carême et compagnie, mais c'est toujours le cœur de la définition de la dernière édition. Je crois qu'il faudra sans doute revenir là-dessus, pas pour dire que c'est inadéquat, mais que c'est effectivement une autre capacité donnée aux uns et aux autres, aux gastronomes comme aux chefs, de définir, c'est-à-dire de délimiter. Donc à partir de là, je crois qu'il faut
s'interroger sur le rapport spécifique de ce pays, la France, sans revenir sur le moment où Nicolas Sarkozy a ruiné les efforts de Jean-Robert Pitt et de tout le monde ici, de l'IHCA, en disant que la cuisine française était la meilleure du monde. Je me rappelle quasiment en direct avoir entendu ça. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Plusieurs années s'effondrent en une seule phrase. Je signale aussi que, évidemment, pour l'UNESCO, il était évident qu'il y avait un mot qu'il ne fallait pas prononcer, c'est restaurant. Parce que c'était introduire le commerce dans une perspective qui était anthropologique. Donc, méfions-nous de ces propos à l'emporte-pièce. Partons du fait qu'il y a un rapport spécifique de ce pays. Alors à quoi? En tous les cas, au manger et au boire, quoi. Pas seulement à la cuisine, mais en même temps aussi à la cuisine. À partir de bases, alors qui sont des bases assez universelles. Quand on saisit au XVIIIe siècle, pas par hasard le siècle dit des Lumières, la cristallisation qui va donner la reviviscence par Berchot et d'autres du mot gastronomie, on dispose en fait, puisqu'il s'agit d'un discours, puisqu'il s'agit assez vite d'une littérature, c'est pour ça que je m'étais permis d'intituler un livre d'anthologie « Le discours gastronomique français », je ne pouvais pas l'appeler « la gastronomie française ». C'était le discours gastronomique. Ça permettait de délimiter modestement et en même temps de dire « mais prenons au sérieux les discours ». Bon, je crois que maintenant, on les prend au sérieux en France et ailleurs. Le modèle français, c'est bien sûr exporté. On a donc au XVIIIe siècle une base, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, qui est fondée sur 3 littératures, pour simplifier. Une littérature que je qualifierais technique, c'est un petit peu ce qui se cache derrière l'apparence de Apicius, qui est l'apparence d'un gastronome. En fait, c'est un cuisinier qui écrit. Donc vous avez toute une tradition de la littérature technique, c'est fondamental. Et ça permet d'ailleurs d'intervenir dans le débat art, science, art, techné. Bon. Deuxième littérature dont héritent les fondateurs de la gastronomie moderne qui sont en France, qui ne sont pas ailleurs qu'en France, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, une littérature scientifique. Ça a été dit à un certain moment, et je pense que Yves Agrid sera bien d'accord, et d'autres, la médecine joue un rôle capital dans la construction du discours sur le manger et le boire. Tout simplement parce que la médecine grecque, évidemment, et dans ce cas-là on pourrait dire Hippocrate, après avoir cité Apicius, c'est plus compliqué que ça, mais disons Hippocrate, considère que la diète, c'est le genre de vie, diétesse, et qu'il n'y a rien de plus important pour la préservation d'un individu, voire d'une société, que de réfléchir à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Donc, bien entendu, on est là au cœur d'un système qui prend au sérieux la science, ce qui va nous donner, d'ailleurs, entre autres, Brillat-Savarin, évidemment. Puis la troisième littérature, c'est la littérature qu'on aurait tendance à oublier aujourd'hui, poétique. Archestrate, au fond, c'est ça. Donc, vous prenez ces 3 éléments, vous secouez, vous obtenez quelque chose qui ressemble à la gastronomie. Et ça se passe en France. Ce n'est pas tout à fait par hasard. Donc, vous avez d'abord une question de fondation sur laquelle je vais un peu insister, mais il est déjà très tard dans le siècle, un peu insister. Comment s'est fait cette fondation du système gastronomique en France, pays aussi des académies modèles, à commencer au XVIIe siècle par la française, mais a continué assez vite par l'Académie des Beaux-Arts et les 3 autres académies de l'Institut de France, sans parler des académies qui ne sont pas dans l'Institut de France, comme l'Académie de médecine. Et après, je terminerai, en tous les cas, je prolongerai sur l'approfondissement, après la fondation, qui est de se dire que ce pays a un rapport spécifique à la légitimation. Et que si nous sommes réunis aujourd'hui, s'il y a eu un lieu capital, je lui rendrai hommage pour finir aussi, qui s'appelle l'IEHCA, c'est parce que nous avons en France une pratique de la légitimation culturelle qui est extrêmement sophistiquée. Et pour laquelle et pour lesquels nous sommes pionniers. Ce n'est pas du tout un cocorico, là aussi, de dire non, nous sommes les premiers chronologiquement parlant. Vous voyez, on n'est pas les premiers parce qu'on serait les meilleurs, mais on est les premiers à avoir sophistiqué la question de la légitimation d'un certain nombre de pratiques qui n'étaient pas légitimes. Bon, vous voyez donc vers quoi je vous mène. Commençons par proprement la fondation. Je dirais qu'il y a eu un travail qui m'avait toujours passionné, on peut le critiquer, certains collègues ici pourraient le critiquer, d'un auteur anglo-saxon, d'ailleurs, en partie d'origine irlandaise, sauf erreur, qui s'appelle Stephen Meynell,
qui a suivi d'autres chemins ensuite. Mais Stéphane Meynell avait avancé une hypothèse que je trouvais intéressante, qu'on peut discuter, mais qu'on ne peut pas démantibuler, à savoir qu'il y avait eu une bifurcation assez fondatrice, non pas au XVIIIe, mais du coup en remontant un peu à la fin du XVIIe siècle. Et pour des raisons politiques, économiques et sociales, mais d'abord politiques. Entre le royaume d'Angleterre, qui va devenir la Grande-Bretagne et l'Irlande, passons, et la France. Tout simplement parce que du côté de la France, vous avez un système qu'on va qualifier de monarchique. Je ne sais pas si la notion de monarchie absolue est très pertinente, c'est une construction en partie a posteriori, mais peu importe, et qui conduit, en ce qui concerne l'excellence culinaire, à se focaliser sur, je vais appeler ça Versailles pour me faire comprendre. C'est centralisé, c'est ostentatoire, c'est sophistiqué, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est catholique. Bon. Et puis en face, vous avez l'Angleterre, qui fait sa révolution. Je rappelle que le mot révolution, il ne vient pas de la France, il ne vient pas des États-Unis, il vient de l'Angleterre en 1688. Madame Thatcher, quand elle a été invitée par François Mitterrand pour célébrer le bicentenaire, en tant que perfide Albion, elle a fait remarquer au passage que finalement les Anglais avaient 1 siècle et 1 an d'avance et que la glorieuse révolution, le mot vient de là, hein, il ne vient pas d'avant ni d'après. La glorieuse révolution, c'était celle de 1688. Ce soir, Charles III en est l'héritier. Hein. Les Anglais ont vraiment consommé peu de constitutions par rapport à nous autres Français. On est toujours dans les logiques de la glorieuse révolution de 1688, ce soir, dans le Royaume-Uni de Charles III. Eh bien, évidemment, cette révolution, je simplifie la thèse de Meynell, mais je la fais mienne parce que ça permet d'éclairer tout le reste jusqu'à ce soir aussi, c'est-à-dire que c'est la victoire du protestant puritain gentleman farmer. Et en face, vous avez, je simplifie aussi, le noble, un petit peu domestiqué par la monarchie dite absolue. Vous imaginez bien que ça ne produit pas du tout le même système culinaire. Et qu'on comprend mieux pourquoi ce cher et vieux pays du général de Gaulle, qui est à la fois profondément monarchique depuis plusieurs siècles, je crois qu'on en discutait tout à l'heure à table, c'est bien de discuter de ces choses-là à table. Le mot le plus important, c'est à table. Voilà, c'est pas la même chose qu'on en discutait dans une émission de télévision à 20h30 où tout le monde s'étripe. Et, ben oui, et d'autre part, effectivement, ça produit en face une autre culture culinaire qui sera la culture culinaire dite anglaise pour simplifier. Ça, c'est fondateur parce que à partir de ce moment-là, il faut s'interroger sur le rôle gastronomique, je dis bien gastronomique, de la Révolution française, pour le coup. Parce que ce que la fierté française n'ose pas dire, c'est que la Révolution française n'est pas la première. En effet, l'anglaise précède, mais l'américaine précède aussi. Et la toute première, c'est la néerlandaise. Leur point commun, ces 3 révolutions fondatrices de la modernité, toute une modernité qu'on peut qualifier de démocratique libérale, d'abord simplement libérale, ensuite démocratique libérale, on ne va pas entrer dans les détails là non plus, c'est qu'elle s'adosse à la religion. Elle ne s'oppose pas à la religion, elle s'adosse à la religion parce que c'est la religion protestante. La 4e révolution, c'est la française. Et là, elle ne peut pas s'adosser parce qu'elle a en face d'elle redoutablement l'Église catholique, le pontificat, le pontife romain, qui va condamner solennellement les valeurs de la Révolution, même dans son état 1789. Je ne vous parle pas des Jacobins au pouvoir 3-4 ans plus tard. Évidemment, tout ça, ça crée une perturbation sociale. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Une perturbation sociale qui va relayer une autre crise typiquement française, qui était celle du système des métiers et corporations au XVIIIe siècle. Je ne vais pas aller au-delà de la citation du nom de Turgot, mais il y a eu un vrai débat au XVIIIe siècle sur la modernisation, ce qu'on appellera rétrospectivement, parce que c'est un jugement de valeur, c'est rétrospectif, mais c'est incontestable, même s'il y a un jugement de valeur, la crise de ce système des métiers et corporations qui va conduire à l'apparition du restaurant, qui ne date pas de la Révolution, qui est antérieure, parce que c'est le témoignage de cette crise qui touche en particulier les métiers de traiteurs et assimilés. Ce qui fait que quand la Révolution française intervient, vous avez déjà un système qui, en ce qui concerne les métiers de bouche, est en crise, qui même est en train de s'effondrer. Et la Révolution va y ajouter ce que vous connaissez très bien, parce que les contemporains l'ont tout de suite perçu. Grimaud de la Reynière, Briat le disent tout de suite, enfin 10, 15, 20, 30 ans maximum après, ils le disent, la création de la 2e génération, pas la première, des restaurants,
sans lesquels il n'y a pas ce système. En particulier, si vous n'avez pas de restaurant, vous n'avez pas de critique gastronomique. Il faut qu'il y ait une instance critique, de même que, à la même époque, vous inventez, entre guillemets, pour simplifier, la critique d'art, pas seulement Diderot, parce qu'il y a des salons. Pour vraiment cristalliser la critique d'art, il faut qu'il y ait une instance qui s'appelle le salon. Il faut qu'il y ait une instance qui s'appelle le restaurant pour qu'il y ait un système de classement, d'appréciation, etc., qui va être la critique gastronomique. Mais cette deuxième génération de restaurateurs, ce sont des victimes de la Révolution qui sont obligés... Alors, bon, on a un certain nombre de personnages dans lesquels, Beauvilliers par exemple, dans le détail desquels je n'entrerai pas, mais il n'est pas niable du tout que c'est parce que la France est le pays de cette modalité très particulière de révolution qui commence en 89 et qui se termine par un régime autoritaire qui s'appelle celui de Napoléon Bonaparte. Nous avons inventé la démocratie autoritaire aussi en France. On peut, je ne dis pas en être fier, mais c'est extraordinairement pertinent quand on voit la situation politique contemporaine. Là, de ce soir, 16h45, pas 16h30. Bon. Donc ce pays qui a tout inventé, y compris la gastronomie, ben, il est évident qu'il va produire une excellence, une critique et une théorie de l'alimentation, de la cuisine, du manger, du boire, finalement de la gastronomie, en fonction de ces nouvelles données. Et c'est pour ça que la Fondation française, je ne vous apprends sans doute rien, mais il faut réfléchir à ce que ça signifie, c'est une sorte de trépied, c'est un trio en tous les cas, vainqueur. Le trio qui élabore la critique gastronomique, pour simplifier, c'est Grimaud de la Reynière, c'est plus compliqué dans le détail, mais c'est quand même ça. Or, Grimaud de la Reynière, c'est quoi? C'est l'ancien régime qui migre vers le nouveau régime. C'est un petit peu, mais là, bon, je vais trop vite, mais c'est un petit peu l'équivalent intellectuel de Talleyrand, quoi. Grimaud de la Reynière, qui est là en train de vous dire, oui, moi j'ai connu cette... Mais bien entendu, je vois où sont les nouveaux riches, le monde moderne. Il ne faut pas oublier que Grimaud de la Reynière est le fils d'un fermier général, en d'autres termes, une des plus grandes fortunes de France à l'époque. C'est un enjeu. Quand on voit où était l'hôtel particulier de Grimaud, là où se trouve l'ambassade des États-Unis sur les Champs-Élysées, on comprend beaucoup de choses. Donc vous avez le critique gastronomique qui va s'installer et qui va faire des petits tout au long du 19e jusqu'à ce soir et sans doute au moins demain matin. Et puis ensuite, vous avez le théoricien, c'est Brillat-Savarin. Et Jean-Robert le sait, j'ai terminé pas plus tard que dimanche soir un travail un peu accablant, très érudit, donc j'étais plus habitué aux travaux érudits depuis quelques années, à savoir l'annotation de la physiologie du goût. C'est passionnant parce qu'on découvre un Brillat-Savarin qui est certes le théoricien qui joue au théoricien, qui se regarde d'ailleurs, hein, qui n'arrête pas de s'appeler professeur, mais qui se prend tout à fait pour un professeur, et d'ailleurs, pourquoi pas. Donc on est là du côté du savant, ce qui n'est pas la perspective de Grimaud, qui est du côté du commentaire de l'artiste, hein, pour simplifier. Et Brillat, ce que j'ai découvert, est un homme d'une richesse et d'une modernité bien supérieure à ce qu'on croit d'habitude. Il a un rapport, par exemple, à l'usage des langues étrangères. Il est absolument pour le polyglotte. C'est un homme qui, vers la fin de sa vie, au moment où il va mourir pratiquement en écrivant, donc 1824-25, pas 26 déjà, il est mort, qui dit du bien des romantiques. Non mais on n'imagine pas du tout. Ah oui, quand on commence à creuser. Donc c'est un personnage passionnant, mais surtout il fonde une figure capitale pour nous encore ce soir, qui est le théoricien gastronomique. Et ça a des effets induits sans cesse. Mais il ne faut pas oublier le troisième, parce que souvent on va dire ça, oui, Grimaud de la Reynière, Brillat-Savarin, on a compris, fermez le banc. Non, il y a le chef artiste. Il y a le chef artiste, et c'est Carême. Et le chef artiste, ça c'est capital. Parce que autant le président Sarkozy, que je salue à cette occasion, mais aller un peu loin, autant on peut dire que la France a au moins inventé ça, ou plutôt celui-là, le chef artiste. C'est-à-dire le chef qui se regarde en tant qu'artiste, qui dans ses textes, écrits par lui ou par des porte-plumes, mais peu importe, c'est pas la question, n'arrête pas de citer Léonard de Vinci ou Michel-Ange. Et qui surtout affirme que le chef signe. C'est ça l'apport français. On ne peut pas démontrer que nous faisons la meilleure cuisine du monde. On peut démontrer qu'il n'y a pas de précédent
à cette posture du chef artiste, qui s'assume comme artiste. Et ça, c'est déjà entièrement chez Carême. Alors là aussi, il faudrait entrer dans le détail, y compris dans le regard, en revanche, très condescendant que Carême à l'égard de Brillat, mais peu importe. Il y a le trio. Il y a le trio, et ça se passe en France, et pas ailleurs. On pourrait d'ailleurs aller un petit peu plus loin si on travaille sur cette question du rapport à l'art, parce qu'après tout, Brillat-Savarin, alors je le savais, ayant lu les bons auteurs, c'est un auteur, il est devant moi, là, donc ça simplifie. Mais quand même, là, en annotant, je suis allé encore un petit peu plus loin. Qu'est-ce que fait Brillat-Savarin au cœur de la Révolution? D'abord, il craque. Il faut quand même penser qu'il est allé jusqu'à être républicain avancé. 1793, hein, il est maire de Belley, 1793. Sauf qu'après, il craque. Et il passe évidemment en Suisse. Évidemment. Et puis après, il monte vers Rotterdam, vers Londres, et finalement, il est, vous le savez sans doute, aux États-Unis. Vous imaginez, Brillat-Savarin a vécu plusieurs années aux États-Unis, et qu'est-ce qu'il fait pour survivre? Et c'est dommage que Laurent Petit-Girard ne soit pas là, parce que c'est absolument l'Académie des Beaux-Arts, il joue du violon. Oui, Brillat-Savarin, pour survivre, pendant 1 an et demi, 2 ans, joue du violon. Et sans ça, on ne sait pas comment il s'en serait sorti. Non, ça donne de la profondeur au personnage, vous comprenez? Son rapport à l'art n'est pas un rapport comme ça, un petit peu vaticinant, non. Et si on poursuivait comme ça les analyses, Escoffier, il se trouve que j'ai contribué à une réédition des souvenirs culinaires d'Escoffier, c'est évidemment, alors, un siècle, à la louche, après Carême, c'est un chef qui est obsédé par la confrontation avec les beaux-arts. Escoffier lui-même. Alors que ça paraît évident, en effet, pour Carême. Et ce n'est pas par hasard si il va utiliser à un certain moment cette fascination pour l'art lyrique, puisqu'on a, je crois que c'était Guy qui à un moment parlait des 2 jambes là, pour suivre avec une partition et avec les textes l'opéra. On ne suit pas l'opéra comme ça. Mais lui, effectivement, Escoffier, il allait à l'opéra, c'est pour ça qu'il a inventé la pêche melba. Voilà. Donc, c'est très intéressant de voir déjà ce dialogue, ces correspondances entre les arts, étant bien entendu que ça commence déjà avec Carême. Et je voudrais ici rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés récemment, qui s'appelle François Chalin, qui était un ami cher, on va dire architecte qui n'a pas construit, mais qui a été un très grand critique d'architecture. Je pense que certaines personnes ici voient à quoi je fais allusion. François Chalin, quand dans le cycle qu'on a cité tout à l'heure, le cycle sur regard sur la culture gastronomique française, a accepté d'intervenir, il y avait Jean Robert parmi les intervenants, etc., j'avais dit à François, tu vas faire quelque chose sur l'architecture des restaurants. Il m'a dit, non, je vais faire quelque chose sur Carême. Carême comme évidemment architecte, puisqu'on l'a dit, pâtissier, et comme vous le savez, il a publié, c'est très émouvant de les sortir, la Bibliothèque nationale de France, des grands in-folios, enfin les in-folios c'est toujours grand, et embellissement de la ville de Paris, en hommage au roi Charles X. Et c'est donc un pâtissier cuisinier qui signe cet in-folio, et embellissement de la ville de Saint-Pétersbourg, offert au tsar Alexandre Ier. C'est Carême. Donc c'est trop beau pour être vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc quand ici on discute sur les circulations entre les arts, entre l'Académie française et l'Académie des Beaux-Arts, on n'est pas du tout dans l'à peu près ou l'imposture, on est au cœur, non pas du problème, mais de la solution. Alors c'était Jean-Claude Ribaud qui avait finalement accepté de faire l'exposé sur l'architecture, puisque lui aussi avait cette compétence, l'architecture des restaurants. Ça c'est le premier degré, et nous vivons encore sur ce système-là. Nous l'avons exporté largement à l'étranger. Très bien. Mais il y a un deuxième degré sur lequel je voudrais terminer, que j'évoquais tout à l'heure en parlant d'approfondissement. C'est quand même en France que l'on a poussé le plus loin et de la façon la plus précoce le phénomène que j'ai parfois appelé des filies, tout simplement de la systématisation, de la légitimation de ce qui n'est pas légitimé culturellement au départ. Donc je traduis, je donne 3 exemples. Au XXe siècle, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en France qu'on a inventé la cinéphilie. On y a fait allusion. 7e art.
avant la guerre de 14, hein, ça ne date pas des cahiers du cinéma, etc. C'est bien avant. C'est en France, encore plus étonnant, que dans les années 30, on a inventé la jazzophilie. Ce n'est pas aux États-Unis. C'est Hugues Panassier et les autres qui disent à des musiciens noirs américains, toujours noirs parce que Panassier, contrairement à ce qu'on croit, est plutôt raciste. En tous les cas, il est maurassien. L'homme du jazz, l'homme de la résurrection du jazz était maurassien. Et pour lui, le bon jazz était noir. Ah oui, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Bref, Panassier, il traverse l'Atlantique et il va réveiller des vieux musiciens noirs, en effet, oubliés, qui n'enregistrent plus, et il les envoie en studio pour réenregistrer. D'où le New Orleans Revival. C'est un Français, ce sont des Français qui ne sont pas les Américains. Troisième exemple, la bédéphilie dans les années 60. La bédéphilie ne naît pas aux États-Unis, elle naît en France et un petit peu en Italie. Tout ça pour dire que nous sommes un pays qui a des ressorts philiques assez sophistiqués, anciens, donc des stratégies de légitimation qui, évidemment, ont fonctionné pour la culture gastronomique. Nous pouvions nous adosser déjà à ce moment-là, et je crois que nous sommes au cœur de cette logique qui rejoint, et c'est là qu'on peut terminer ou presque terminer sur un hommage à l'IEHCA, qu'on ne célébrera jamais assez. C'est-à-dire que quand on arrive au stade de la légitimation par l'UNESCO, on est effectivement là dans une situation qui est plus mondialisée. Ce n'est plus un dialogue États-Unis-France, on est bien d'accord. Mais la France va être un laboratoire, je crois qu'on peut le dire. On a à peine prononcé le nom de laboratoire, on est bien d'accord pour dire que laboratoire, c'est un vocabulaire qui permet le pont entre art et science. Oui, la France a été un laboratoire quand la notion de patrimoine immatériel a été forgée. Je parle sous le contrôle des vrais spécialistes de cette question. Je pense au carrefour d'une logique que je qualifierais d'asiatique, en particulier de japonaise, et d'une logique géopolitique, le tiers-monde. Le tiers-monde qui, on l'imagine aisément, a dit au sein de l'UNESCO, c'est très bien de classer des cathédrales gothiques, mais nous, en Afrique, des cathédrales gothiques. En revanche, nous avons des pratiques anthropologiques, un certain type de danse, des recettes, etc. Donc, la France, sans même citer un membre de l'Académie française, on oublie qu'il était membre de l'Académie française très actif, qui s'appelait Claude Lévi-Strauss, le cruel cul, etc. Il est évident que la France était au taquet sur cette question-là. Et ce n'est pas par hasard si elle est au rendez-vous, grâce en particulier à une institution qui s'appelle, paraît-il, l'IEHCA. Tout ça a du sens, et je terminerai sur le fait que ça permet de relire l'histoire gastronomique de la France avec les lunettes de cette homologie. Alors l'homologie, c'est un vocabulaire qui vient des mathématiciens en particulier. Il y a une sorte de correspondance entre deux plans. Et une de mes découvertes, quand j'avais travaillé il y a bien longtemps, il y a 25 ans, même plus de 25 ans, sur le discours gastronomique français, qui montrait à quel point tout ça, c'est extrêmement sérieux. Que les enjeux de la cuisine, les enjeux du vin, bon, de tout cet univers gastronomique, manger et boire, ça va encore bien au-delà. Quand je suis tombé sur un document épatant, quand on trouve des documents comme ça, j'avais déjà avancé l'hypothèse que si on commence avec Grimaud de la Reynière, Brillat-Savarin, qu'on va jusqu'à notre époque, qui était Goemio à l'époque, dans les années 90, eh ben c'est homologique, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des phases romantiques, naturalistes. Bon, et puis on arrive même à Goemio. Goemio, ça me paraissait évident, ce sont des hussards. Alors, je ne sais pas si l'allusion aux hussards est claire pour tout le monde. Jacques Laurent, Antoine Blondin, c'est très, très clair. J'avance ça dans ce livre. Un mois plus tard, Christian Millau sort un livre qui n'est pas du tout un livre de recettes de cuisine ou de critiques de restaurant, mais qui est un livre sur ses copains hussards. Donc j'étais assez satisfait. Mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle. C'est que je suis tombé sur ce texte épatant qui est paru en 1977, donc triomphe de la nouvelle cuisine, et qui paraît dans le magazine Lire, grâce à, fondé et dirigé par Bernard Pivot, grâce à un remarquable journaliste qui ensuite m'a remercié par une petite carte que j'ai précieusement gardée, Pierre Bronsen. Et c'est un exposé de la nouvelle philosophie. Alors je vous en donne quelques extraits. C'est donc dans le numéro de l'été 77 de Lire. C'est un manifeste de la nouvelle philosophie qui est en train d'émerger.
hein, André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, etc. Donc on a par exemple, reste une troisième catégorie de philosophes, peu nombreuse mais considérable, celle que forment les 10 ou 15 indiscutables artistes de la pensée française. C'est en les regardant faire et en tirant l'évidente conclusion de leurs travaux et de leur évolution que nous vint, il y a maintenant 4 ans, le sentiment que quelque chose de nouveau, de sincère, de libre se passait dans la philosophie. Ça dure comme ça 4 pages. Et alors, Bonsen dit, de qui est ce texte? Donc, réponse, page 19. Et dans la page 19, qu'est-ce qu'on lit? Le manifeste pour la nouvelle philosophie, cité page 16, est textuellement repris de l'introduction du guide Go-Emilio, à ce détail près que cuisine, restauration, plat et sauce ont été remplacés par philosophie. Donc, philosophie remplace cuisine. Pensée, c'est restauration. Plat, ça devient livre. Et le plus beau, sauce, ça devient marxisme. Non, mais au-delà de l'effet comique, ça veut dire qu'il y a un zeitgeist, il y a un esprit du temps, et que évidemment, on ne peut pas intelligemment, comme on l'a fait toutes ces journées, et on va le faire visiblement pendant encore 2 jours, parler de ces objets sans se rendre compte qu'on touche au cœur de la vie d'une culture, la culture nationale française certainement, mais à mon avis de toutes les cultures du monde.